Le genre, Éric Marty, ça tombe bien. Vous ne serez pas le seul à traiter cette notion, vous doutez bien, sur ABC Pensée. Bien sûr. Vous aurez des contradicteurs, peut-être. Des rivaux. Le genre, vous venez de publier Le sexe des modernes, paru donc cette année. Ce texte, à mon avis, déplace considérablement nos propres questionnements sur quelque chose dont, une notion, un terme plutôt, dont aujourd'hui on ne peut plus se passer, qui occupe toute la place, dont vous dites, c'est le dernier grand message idéologique de l'Occident adressé au reste du monde. C'est une phrase incroyable. Ah oui, je suis frappé par le fait que l'Occident d'abord adresse des messages au reste du monde. C'est aussi ça, il faut peut-être repartir de là aussi, c'est que l'Occident n'a cessé au fond, et peut-être que l'Occident c'est ça, c'est une civilisation qui aspire ou qui se donne le droit, même le devoir, la mission d'envoyer des messages au reste du monde, et tout de même l'évangélisation du monde, le christianisme, les missionnaires, tout ça, c'est un phénomène typiquement occidental. On n'a pas vu, je dirais, les religions autres que les religions occidentales, sauf évidemment l'islam, mais sous des formes très très différentes, pas du tout sous la forme intellectuelle du missionnaire qui va comme ça convertir. On a rarement vu justement une civilisation qui ait cette espèce d'éthos, de passion de tenir un discours au reste du monde, et évidemment en ce sens d'avoir une sorte de croyance à l'universel et à son rôle universel. Donc je pense qu'en effet le genre appartient, enfin la théorie du genre, la pensée du genre, le mot genre lui-même appartient à le dernier épisode de cette espèce de folie occidentale, folie raisonnable en même temps, hein. C'est pas une folie au sens d'un délire, mais en tout cas il y a une forme de folie parce qu'il y a une sorte d'hubris, de croyance qui est quand même un peu excessive en soi, une sorte de trop grande confiance en soi. En tout cas, oui, l'Occident n'a cessé d'envoyer des messages au reste du monde, et le genre est le dernier. Alors le mot dernier, vous le savez, est un mot ambigu, il y en aura d'autres après, ou c'est le dernier au sens de le dernier avant-dernier. Enfin bon, en tout cas, il n'est pas certain que l'Occident aura d'autres occasions d'envoyer des messages aussi puissants, aussi transformateurs, et aussi jouant sur tellement de niveaux de sens, impliquant tellement de dimensions de la vie. La différence sexuelle, voilà, la filiation, la généalogie, voilà, absolument. Alors, voilà. Un mot quand même, parce que tout le monde n'a pas l'étymologie en tête, ou l'origine, voilà. Bon, gender en anglais, mais il se trouve que le mot provient du français. Gendre, qui est la race, l'espèce, la population et le sexe en même temps. Donc en fait, ça correspond à quelque chose de très très profond qui fait du sexe quelque chose qui est identifié avec l'espèce et sa reproduction et son existence même. Et ce mot donc de gendre, devenu genre en français et gender en anglais, est en effet un mot capital et qu'on retrouve d'ailleurs en allemand. Alors malheureusement, le mot m'échappe à l'instant. C'est ce mot que sur lequel Derrida va enquêter tout à fait à la fin de son parcours. Je consacre un chapitre précisément dans le livre qui a la même fonction que gendre en français, c'est-à-dire d'être un mot qui à la fois identifie la race, la population, l'espèce et le sexe. Et Derrida s'intéresse à ce mot parce que justement, il désexualise un petit peu le mot sexe et il prend sa place en quelque sorte, comme le mot genre prend la place du mot sexe dans l'optique de Butler et dans l'optique globale, disons, des LGBT, du gender, de la gender theory. C'est-à-dire le sexe n'est pas le genre, parce que le genre est une construction sociale, voilà, entre guillemets, du sexe. Enfin, exactement. Mais alors il y a ça, mais il y a aussi, on pourrait même élargir cette question en disant que, au fond, il s'agit que le sexe est
est trop spécifiquement sexuel. Que justement, ce qui caractérise peut-être l'Occident, c'est d'avoir ce que Foucault appelait avoir inventé au fond le dispositif de sexualité, d'avoir inventé le sexe, et du coup d'avoir sexualisé à outrance nos vies, et que donc le mot genre, en se substituant au mot sexe, a plusieurs fonctions. Il a comme fonction celle que vous dites, à savoir dénaturaliser le sexe, lui donner une autre dimension en faisant une construction sociale, mais au-delà, ce n'est pas seulement une substitution de 1 à 1. Ce n'est pas seulement le mot genre qui prend la place du mot sexe et qui serait une version socialisée du sexe. C'est aussi dissoudre le sexe dans sa dimension trop exclusivement sexuelle et voir donc par le mot genre à élargir, à donner à cette dimension de la différence homme-femme, de la reproduction, de la population, de la race, une autre dimension qu'une dimension purement libidinale, sexuelle, comme l'Occident finalement s'y est employé, selon Foucault. C'est l'hypothèse qu'on pourrait contester parce que Foucault, mais en même temps c'est une hypothèse très intéressante qui permet justement de penser bien des choses. Quoi qu'il en soit, donc, dans ce fameux mot allemand que j'oublie, Derrida retrouve le même phénomène d'éviter ce qu'il y a de trop étroit dans le mot sexe en l'élargissant à d'autres dimensions et finalement en lui donnant sa véritable ampleur ou son véritable horizon qui est social au sens large du terme, on pourrait dire anthropologique, puisqu'il implique la race, puisqu'il implique le peuple, la nation, l'espèce, etc. Alors, l'objet, disons, de votre étude et de votre définition du genre aussi, c'est quand même de bien distinguer, et ça il faut l'expliquer clairement, puisque votre essai s'inscrit sur fond de rivalité douce ou réelle entre l'Europe, la France et les États-Unis, essayer de comprendre que d'un côté européen, du côté de la France, nous avons plutôt une apologie du neutre, c'est-à-dire l'idée de vouloir atténuer la différence sexuelle, voire faire qu'elle devienne indifférente, et de l'autre le genre, du côté éthanusien. Alors là, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce qu'à la fois, Judith Butler va s'appuyer sur la French Theory, sur Deleuze, sur Foucault, sur Derrida, etc., mais en même temps, elle va les subvertir. Néanmoins, on arrive à une définition, disons, du genre qui va être du côté de la performativité, du côté de la visibilité, du côté de l'acting out, du côté de finalement que dire c'est faire, que la manifestation, on parlait tout à l'heure des apparences, finalement c'est des apparences qui comptent, et de l'autre, des Français ou des Européens qui représentent le neutre, qui seraient plutôt justement dans le retrait par rapport à ça, alors les pervers, la discrétion perverse, si je puis dire, et qui sont dans une toute autre logique. J'ai résumé un peu grossièrement, mais je crois ne pas trahir cette rivalité que vous essayez de bien nous expliquer. Alors, c'est quoi le neutre, c'est quoi le genre, et comment ça marche le va-et-vient? Peut-être avant cela, justement, vous avez pointé, en effet, un des fils rouges du livre, la rivalité, disons, Europe-États-Unis et surtout France-États-Unis, et rivalité qu'on trouve aussi d'ailleurs dans le point de départ de notre entretien, à savoir que le mot genre vient du français, et que donc déjà là il y a une sorte de partage, et dans le livre on retrouve beaucoup de phénomènes comme ça, de friction autour de la langue même, et de sa performativité, parce que le mot genre est un mot qui est très performant. Il ne semblait pas avant, mais en tout cas, tel que Butler l'a investi, elle en a fait un mot d'une très grande performativité, d'une très grande efficacité, d'un effet
d'un effet extrêmement puissant. Et donc, là-dessus, les Français ont été doublés en quelque sorte, de même qu'ils ont été doublés par le mot performatif lui-même, qui est aussi un mot français, qui est disons, investi par la philosophie analytique d'Oxford, Austin, et qui va en faire un concept appartenant à la philosophie pragmatique. Et donc, du coup, là aussi, on retrouve, pareil pour le mot gay. Le mot gay est un mot d'abord français, puis qui en français est un mot un peu désuet, sans grande puissance. Mais le mouvement gay, voilà, ça prend aussitôt une tournure, un effet sonore, un effet d'efficacité dans la langue qui est incroyable dès lors qu'il a été pris en main par la culture américaine. Donc voilà, donc ce point de départ, si vous voulez, partant du mot genre, en voyant son origine française et puis son usage anglo-saxon via gender, est aussi pour moi, c'est pas au premier plan de mon livre, hein, mais c'est un des arrière-fonds, un des arrière-plans. Il y en a beaucoup comme ça, des arrière-plans, des sortes de décors mobiles comme ça qui viennent et qui construisent le livre comme une sorte d'itinéraire, en effet, comme une histoire d'une rivalité. Et donc vous avez, voilà, donc en effet, on a peut-être deux dispositifs ou deux dispositions, peut-être aussi entre ce qu'a été, je dirais, la tentative en Europe et en France en particulier pour au fond, justement, une première tentative pour démythologiser le sexe. Au fond, c'est ça ce que font Deleuze, ce que fait Barthes, ce que fait Lacan, ce que fait Derrida, ce que Foucault fait d'une manière à la fois comme ses camarades et puis après différemment d'eux. C'est quand même une tentative, dès le début des années 50-60, de démythologiser le sexe. Trop de sexe, trop de sexe, trop de sexe, disait voilà. D.H. Lawrence. Voilà, et donc, c'est quand même pas par hasard si ça a lieu à ce moment-là, parce que la seconde moitié du XXe siècle, c'est une époque, en effet, où le sexe devient une affaire commune, une affaire sociale, une affaire générationnelle, une affaire démocratique, une affaire qui concerne tout le monde. Et je trouve que les modernes, donc ceux que j'ai appelés les modernes, sont à la fois des gens extrêmement sophistiqués, des artistes de la pensée, des gens qui écrivent des choses très compliquées, en même temps qui s'intéressent beaucoup à des choses partagées par tout le monde. Et donc, c'est ça que j'aime beaucoup chez eux. C'est leur extrême intelligence, leur goût pour faire des vrais livres, et des livres qui soient des sortes d'œuvres d'art, en tout cas, qui aspirent à cela, mais qui pour autant ne sont pas dans l'enfermement supérieur, qui savent très bien que leurs problèmes sont les problèmes de chacun. Donc, c'est important de voir ça, parce que les Américains, entre guillemets, ont un peu une tendance à voir les Européens, les penseurs français, comme des figures pas assez politiques, pas assez militantes, pas assez... Des romantiques. Comme des romantiques, selon le terme de Butler, appliqué de manière très étrange quand même. Des baroques, des romantiques. Des romantiques appliqués à Lacan ou à Foucault, et même à Derrida, qui est taxé de romantisme. Ce sont des romantiques, en effet, c'est pas complètement faux. Il y a une part de romantisme indéracinable, je pense, dans l'esprit français, y compris dans la théorie française, qui a tellement voulu être anti-romantique par sa dureté, son inflexibilité, sa cérébralité, hein, qui semblait éloigner tout ce petit monde du romantisme, mais en même temps, il y a une part chez eux de romantisme par le rapport à l'échec, par le fait que l'échec et le lapsus, l'acte manqué pour Lacan, la différence chez Derrida, l'écriture pour Barthes, enfin, toutes ces questions-là, le masochisme de Deleuze, enfin, toutes ces fascinations pour ces éléments très typiques justement d'une conduite d'échec sont réels. Et Baudelaire n'a pas complètement tort de renvoyer à cela et puis de voir justement aussi quelque chose auquel elle est très sensible et avec beaucoup d'intelligence, où elle voit que tous ces gens-là, Derrida, Lacan, Deleuze et compagnie, sont fascinés par la mort et que la pulsion de mort que Lacan extrait de Freud et qu'il met au premier plan de la théorie psychanalytique, et dont il va dire qu'au fond, le freudisme, en quittant l'Europe pour les États-Unis, a tout perdu en perdant la pulsion de mort,
cette pulsion de mort que Butler donc voit là-dedans et qu'elle voit avec beaucoup de dédain. Je trouve ça tout à fait justement, pour elle, très réactionnaire. Par exemple, qu'on voit un rapport entre homosexualité et pulsion de mort. Pour elle, c'est typiquement une pensée réactionnaire et elle voudrait complètement s'en débarrasser là. Et en ce sens, elle n'a pas tort d'y voir peut-être un retour du refoulé romantique derrière le formalisme et derrière la cérébralité. Enfin, donc tous ces... dans mon livre, je suis parfois très sévère avec Butler, mais cette sévérité n'est absolument pas une hostilité et sûrement pas de ma part une volonté de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. C'est au contraire, j'essaie au contraire de mettre en évidence que c'est une histoire où tout est partagé et où il y a des... C'est comme un roman où il n'y a pas de bon ni de mauvais, où le méchant est aussi intéressant que le bon, qu'il n'y a pas... Ma méthode, si vous voulez, de lecture, d'interprétation et d'écriture, quoique très marquée par une lecture des textes très très sérieuse, avec beaucoup de citations, beaucoup de références, néanmoins emprunte beaucoup au roman, parce que je crois que le roman, précisément, évite beaucoup l'idéologie, évite beaucoup justement les simplifications et permet des approches subtiles. Donc voilà pour poser... Ça c'est vrai, vous avez tout à fait raison, c'est un livre très nuancé, oui, très équilibré. Et très, avec une volonté très nuancé, mais... Bon. Juste, je finis sur le point, de dramatiser l'histoire donnée à... Alors, la rivalité ou le partage, disons, permet d'éclairer la notion, ne la perdons pas de vue, de genre. C'est-à-dire que, bon, le neutre, mettons-le pour l'instant de côté, on a compris que c'était les modernes, les Français, qui mettent à distance la question de la différence sexuelle. Alors, le genre, à proprement parler, cette notion, disons, ce dernier mythe ou message, disons, idéologique de l'Occident, c'est quoi précisément, si ce n'est que aspirer au genre, à la gender, j'allais dire la gender attitude, c'est aspirer au regard des sexes, à une certaine forme de fluidité. C'est-à-dire, aujourd'hui, Éric Marty, je suis vraiment désolé, mais j'aurais dû venir avec des talons et en string parce que je me sens vraiment pas bien engoncé dans ma veste. Une fluidité qui permet effectivement d'épouser des figures, disons, de la sexualité différente, voire d'en changer. Alors, qu'est-ce que c'est que le genre pour vous qui avez étudié les deux versants? Alors justement, c'est là où les choses deviennent intéressantes parce que le genre se révèle une notion piégeante. Piégeante parce qu'on triomphe évidemment facilement du vieux monde en inventant un nouveau mot. Oui. Hein, on triomphe facilement. Le mot sexe est un mot qui est désuet, devenu désuet, et qui manifeste une vision, je dirais, naturaliste, biologisante de l'humain, auquel on substitue une vision constructiviste, enfin, etc. Et donc le triomphe est assez extraordinaire et évident. Et en même temps, évidemment, remplacer un mot par un autre, promouvoir un terme, ça n'est pas sans danger et sans dégâts, si vous voulez. Il y a un premier fait qui me semble très très frappant dans le phénomène du genre, c'est qu'à la fois le genre devient donc un mot que l'on promeut le plus possible, et en même temps dont on voudrait bien se débarrasser au fond, puisque l'idéal profond de la théorie, c'est le gender, c'est le genderless, c'est le sans-genre, la gender fluidity. Genderless, ouais. Hein? Ouais. Mais l'idéal des LGBT, ou l'idéal de Butler, ou l'idéal de la théorie du genre, c'est que le genre est destiné à dépérir, mais en même temps, c'est très compliqué de faire dépérir ce qu'on a par ailleurs promu comme étant la clé de tout. Oui, d'où la prise de distance à un moment de Butler avec les queers. Tout à fait. Ouais. Voilà. Alors, elles en faisaient trop. Voilà, ça devient. Voilà, c'est là qu'on entre dans l'exemple que me frappe beaucoup, c'est qui pourrait être une analogie complètement artificielle, mais qui me semble être éclairante, c'est avec le prolétariat pour le marxisme. Le prolétariat est un concept qu'il faut promouvoir parce qu'il éclaire complètement la situation sociale. Il montre que la société fonctionne par une position de classe, par une lutte des classes, mais en même temps, l'idéal communiste, c'est de faire disparaître le prolétariat. Ouais. Or, comment faire disparaître ce qu'on exalte en même temps?
puisque le prolétariat est à la fois, évidemment, le miroir de la société divisée en classes, mais en même temps, le prolétariat est la solution à cette société divisée en classes, puisqu'elle est celle qui va délivrer l'humanité de la division en classes. Et on s'est aperçu qu'évidemment, le communisme, en construisant ce qu'il a appelé la dictature du prolétariat, n'a pas débarrassé ni du prolétariat réel, ni même de l'idée de prolétariat comme gouvernant finalement les relations humaines. Et la question du genre obéit à ce même type, je dirais, de phénomène un peu, je dirais, circulaire. À la fois, la critique du genre obéit à un idéal de genderless. Donc, la critique du genre obéit à un idéal qui se donne comme horizon le fait de faire disparaître les genres. De défaire le genre, comme disait Butler. Mais en même temps, le gender comme concept critique doit être partout, doit être sans arrêt réactivé pour précisément décrire le monde tel qu'il est. Et donc, par exemple, si moi, dans la société actuelle, disons, je vois des espaces genderless, le butlerien va me dire mais non, tu as tort, c'est parce que tu es aveugle, tu ne vois pas qu'en réalité, il y a du gender, qu'il y a du genre. Je sais pas, quand tu penses qu'un mathématicien, par exemple, est genderless, pas du tout. Les mathématiques sont entièrement genrées. Les mathématiques représentent précisément un type d'intellectualité, un type de discours qui est marqué par la masculinité, non par le genre. Et donc, la pensée du genre ne cesse de vouloir voir du genre partout, puisqu'il est la clé critique de compréhension du monde, et donc, du coup, s'interdit, au fond, de le voir disparaître, de le voir dépérir, parce que s'il dépérissait tout seul dans notre société, ça voudrait dire que, au fond, l'hétéronormativité est susceptible elle-même de produire justement cette fluidité ou ce genderless. On a donc une sorte d'obstacle épistémologique presque intrinsèque à la notion de genre qui pose problème, en effet. Alors, d'un côté, défaire le genre, on s'aperçoit par exemple, pour ce qui concerne les homosexuelles femmes, lesbiennes, il y a quantité de termes pour désigner de la bush femme. Il y a au moins 5 ou 6 termes. Hein, bien plus. Enfin. Bien plus. Donc, alors, il y a d'un côté, on défait le genre d'un côté, mais de l'autre, on rejoue le genre, la norme du genre. C'est vrai, là, pour cet exemple des lesbiennes qui ont quantité de noms pour se nommer, et c'est vrai du transgenre. Absolument. Alors, c'est aussi un autre aspect problématique de la question du genre. C'est pour ça qu'on va être amené à parler du neutre comme une alternative qui évite peut-être ce piège, peut-être pas d'autres, mais en tout cas celui-là, c'est que le discours butlerien est à la fois un discours qui a une visée émancipatrice très puissante, et qui a un message émancipateur, mais en même temps qui met ce message émancipateur sous couvert d'un sociologisme intransigeant qui ne laisse aucune place à l'individu comme sujet, puisque tout est social, tout est marqué par les constructions sociales, et donc du coup qui en effet à la fois pense l'émancipation, mais ne donne guère de chemin ou de voie pour y aboutir, puisque, au fond, les pesanteurs sociologiques des constructions sociales sont omniprésentes et ne se dissolvent pas comme ça spontanément. Du coup, en effet, les milieux minoritaires eux-mêmes ne cessent de s'étiqueter, de se sociologiser en permanence à coup d'étiquettes de ce type, d'étiquettes aussi normatives. Et au fond, peut-être qu'on pourrait dire qu'il n'y a pas plus normatif
que les minorités, dans leur manière de se classer, de se positionner les uns par rapport aux autres, de se positionner par rapport au monde hétérosexuel. Et là aussi, on retrouve cette espèce de résurgence normative, là même où la norme devrait, en principe, être défaite. Donc, du coup, la question du genre est prise dans ce double dimension qui, je crois, est vraiment un problème crucial et qu'on retrouve dans d'autres espaces. La dimension, je dirais, de la pensée comme, je dirais, lecture critique du monde, donc qui a une opérativité purement critique, et puis de l'autre, l'activisme, le militantisme, qui a cette visée émancipatrice. Et la question du lien qu'il y a entre la dimension critique et la dimension émancipatrice n'est pas réglée, à mon avis, n'est pas réglée. D'autant plus qu'au fond, il semble clair que, et c'est un peu d'ailleurs le cas aussi pour le marxisme, on pourrait y revenir, mais au fond, pour la pensée du genre, c'est au fond la société elle-même qui parviendra un jour ou l'autre à ce genderless. C'est pas la théorie du genre qui va bouleverser les rapports humains. C'est la société qui, en évoluant et par son évolution même de ses pratiques sociales, a permis, par exemple, d'ailleurs l'émergence de la pensée du genre et va permettre cette situation de dissolution des genres ou en tout cas de moindre opposition, de moindre antagonisme des genres les uns par rapport aux autres. Donc il y a et on pourrait dire qu'au fond, quand Marx prétend qu'au fond le communisme est le but final de l'histoire, c'est l'histoire elle-même qui va faire advenir le communisme par l'évolution des forces productives, des rapports de production, par l'évolution du capitalisme, et qui va amener naturellement, au fond, le communisme à être l'horizon historique de notre civilisation. On retrouve à peu près le même type de... Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de providentiel dans la notion de genre ? Oui. C'est-à-dire que si vous dites ça, d'ailleurs le mot évolution, toujours évolution des mœurs, c'est pas toujours une belle et une bonne expression. Évolution, ça renvoie à des théories darwiniennes. Mais est-ce que l'idée que le mouvement, non pas spontané de la société, mais disons sous la poussée, disons, des minorités et de l'accentuation, disons, des transformations au sein du couple, etc., va produire de façon immanente, en quelque sorte, une nouvelle société où... C'est une lecture possible. C'est une lecture possible. C'est une lecture possible du phénomène, disons, appelons-le phénomène, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, du phénomène gender, oui. qu'en effet, qu'une évolution immanente, en effet, aux mœurs, alors, par exemple, le patriarcat, il s'effondre tout seul. Il n'y a pas besoin de lutte minoritaire pour voir que le patriarcat, la famille patriarcale n'est pas menacée, elle est quasiment dissoute. Et qu'en effet, à l'apparition de cette mouvance de gender, ont participé évidemment l'effondrement du patriarcat, l'évolution de la famille, l'évolution de la technique médicale qui a tout d'un coup dissocié la conscience de la filiation de l'existence de deux parents père-mère. Tout d'un coup, dans notre univers mental, l'idée qu'il y avait un lien absolument nécessaire entre un homme et une femme pour qu'il y ait un enfant, tout cela s'est dissous et a imprégné notre imaginaire, notre horizontal d'autres possibilités. Parent 1, parent 2. Oui, parent 1, parent 2, de deux pères, de deux mères. Et sans compter les manipulations génétiques. Tout cela et l'ensemble d'évolutions sociales, donc, je crois, en effet, peuvent être lus, disons, comme une hypothèse de la pensée du gender, comme étant ce qui va de lui-même faire advenir
des sociétés où les rapports de genre seront différents. Mais Butler, d'ailleurs, le dit elle-même, au fond, quand elle explique, par exemple, de manière assez juste, d'ailleurs, que la norme hétérosexuelle, entre guillemets, si on la prend à la lettre, elle est tellement impossible qu'elle produit ses propres entraves et qu'elle produit ses propres parasitages, elle produit ce qu'elle appelle des failures, des échecs, des espèces d'échecs presque mécaniques, où la transmission des normes ne se fait pas parce qu'elle est mal faite, trop rigide, prise dans un rapport de tension avec le contexte culturel et social qui fait que ça ne fonctionne plus. Et donc elle-même, si vous voulez, participe en grande partie à cette hypothèse qu'on vient d'évoquer, qu'en réalité, l'activisme ou le militantisme LGBT n'est qu'une composante globale d'un processus global qui est un processus social général, anthropologique, sociologique, etc., psychosocial. Donc, du coup, ce processus-là fait perdre aussi à la mouvance gender la croyance en soi, la croyance à être justement le Messie, à avoir cette fonction messianique. Vous qui avez lu quasiment toutes les féministes américaines, tous les auteurs ou autrices, sur cette question de la différence sexuelle, du transsexualisme, des rapports de genre, quelles sont les idées ou l'idée que vous aimeriez absolument sauver et quelle est l'idée qui vous a paru la plus pertinente, disons la plus juste, non pas au regard de la providence dont on parlait à l'instant, mais au regard, disons, de l'intuition, de l'imagination qu'elle a suscité chez vous? Alors, par exemple, le concept de féminicide, par exemple. Pour moi, alors là, s'il y a bien une notion que je défends et que j'ai envie de défendre, c'est celle-là, parce qu'elle me paraît, non pas parce que je suis expliquer pourquoi. Au fond, avant on parlait, avant il y avait une sorte de valorisation, peut-être même du crime passionnel. L'homme tuait sa femme, sa maîtresse, sa fiancée, par désespoir, par amour, et il y a des chefs-d'œuvre, commencé par Carmen, l'opéra de Bizet, que moi j'adore, où voilà, le meurtre de Carmen par Don José à la fin est sublime. Parce que Nietzsche, dans ses fameux textes sur Wagner, où il fait l'apologie de Carmen de Bizet contre Wagner, est dans un éblouissement par rapport au fatum, à l'espèce de fatalité du meurtre que l'homme doit accomplir pour tuer la femme. Et c'est très beau. Et moi, je suis toujours fasciné, évidemment, par la possibilité qu'un homme tue une femme par amour. Et en même temps, simultanément, je vois bien toute la facticité, évidemment. Tout le mensonge qu'il y a derrière cela. Et surtout, je vois bien toutes les forces qui déterminent le meurtre passionnel, qui sont des forces pas passionnelles, qui sont des forces de mœurs, qui sont des forces d'archaïsme, qui sont des forces de bêtises, qui sont des forces de régression. Et je trouve que le mot féminicide est un mot merveilleux parce qu'il permet de casser précisément, je dirais, un mythe qui était complètement protégé culturellement, qu'est le mythe du meurtre passionnel, du meurtre par amour, où l'homme croit atteindre une forme de sublime en égorgeant sa compagne. Et cette notion de féminicide me semble très très forte, très puissante, et surtout parce que justement, elle permet de voir dans les actes individuels le collectif, le social. Alors, on désesthétise évidemment ce qu'il peut y avoir d'objectivement beau dans la représentation artistique de ce type de situation, que ce soit dans la mythologie, dans la peinture, dans l'opéra, dans le roman, dans le poème y compris. Mais en même temps,
en même temps, on se débarrasse quand même de beaucoup de sordide, beaucoup de fausseté, beaucoup de mensonges. Et voilà, ça serait si. Il me semble que cette notion de féminicide, c'est l'aboutissement le plus juste, le plus vrai, le plus secourable pour l'humanité, pour les hommes y compris, parmi beaucoup de choses promues par le courant LGBT et par les genders.